Audio, c'est de l'actu UFO au format audio. Aujourd'hui, nous vous proposons un article de Chris Mellon concernant les UAP. En tant que personne qui a fait pression sur le Congrès pour demander le rapport UAP récemment publié, j'ai pour la plupart été ravi des résultats. Il a validé la menace Pan, forcé une myriade d'agences cloisonnées à partager des informations et a attiré l'attention des décideurs et du public. De plus, il a fait tout cela sans un centime de crédit budgétaire. Ce qui a été décevant cependant, c'est une grande partie de la couverture et de la discussion ultérieure de la question. Que concluait le rapport tant attendu? Voici les principales conclusions. Aucune preuve que les UAP sont des avions américains secrets. Notre gouvernement peut certainement rendre compte de ses propres programmes d'avions alors que chacun vaut des milliards. Nous avons également des processus systémiques pour garder une trace des programmes classifiés et même des programmes d'accès spéciaux renoncés au DoD. Tout nouveau programme d'avion révolutionnaire coûterait une fortune et selon la loi doit être présenté à un minimum de 8 membres du Congrès. Le rapport indique soigneusement que certains pans peuvent être russes ou chinois, bien qu'il reconnaisse clairement qu'il n'y a aucune preuve de cela. Remarquez que le rapport ne dit que certains. Étant donné que des observations militaires de ces engins bizarres se produisent depuis les années 1940, il semble inconcevable que les États-Unis, la Russie ou la Chine puissent expliquer le phénomène dans son intégralité. C'est le seul segment du rapport qui ressemble au projet Blue Book ou au rapport Codom, où les données brutes contredisent directement les conclusions du rapport. Prenons-nous au sérieux ou non le témoignage du personnel de la marine impliqué dans l'affaire Nimitz? La déconnexion flagrante sur cette question apparaît au cours de presque toutes les interviews de presse de ceux qui sont au courant des briefings classifiés ou du rapport classifié. Comme Mitt Romney l'a dit sur CNN, ils ont une technologie qui est dans un tout autre domaine que tout ce que nous comprenons et franchement, la Chine et la Russie ne sont tout simplement pas là et nous non plus. Alors, quelles ont été les réactions des médias? Leur accent était pas des extraterrestres. Quelqu'un pensait-il vraiment que l'administration allait livrer la découverte la plus profonde et la plus perturbatrice de tous les temps dans un rapport non classifié au Congrès préparé par un GS-15? À mon avis, les conclusions du rapport UAP renforcent les arguments en faveur de l'hypothèse extraterrestre en sapant les principales alternatives et en fournissant des exemples de capacités que nous ne pouvons pas imiter ou même comprendre. Précisément ce à quoi on s'attendrait si l'un de ces rapports impliquait une véritable technologie extraterrestre. Un titre juste aurait pu être le rapport UAP renforce l'hypothèse des extraterrestres. Au lieu de cela, les articles de presse semblaient pencher dans la direction opposée, comme s'il y avait une surprise que le gouvernement n'ait pas conclu à la visite d'extraterrestres. Il a également été douloureux de regarder la télévision américaine et les émissions d'information par câble se débattre avec la question Pan. À maintes reprises, nous avons vu des scientifiques distingués déclarer une évidence, que les vidéos que j'ai fournies au MIT ne sont pas la preuve d'une vie extraterrestre. Qui a prétendu que les vidéos à elles seules étaient la preuve de la vie extraterrestre? Certainement pas ceux d'entre nous qui les ont fournies au MIT ou au Washington Post. Ils pourraient un jour s'avérer être des exemples de technologie extraterrestre, mais certainement à eux seuls, ils ne sont pas une preuve d'extraterrestre. Pourtant, de nombreux journalistes et commentateurs de télévision s'accrochent à ces vidéos comme si elles étaient au cœur du problème Poe. Ils ne le sont pas. Les discussions médiatiques sur les vidéos dégénèrent alors souvent en de vagues références à la faillibilité humaine et mécanique d'une part,
et en anecdotes tout aussi vagues, généralement de seconde main, d'observations d'ovnis incroyables de l'autre. Je suggère que nous commencions par reconnaître que le défi immédiat est existentiel et non académique. C'est avant tout une question de sécurité nationale. Il n'y a rien que quiconque puisse voir à travers un télescope qui aide à résoudre le problème et les meilleurs outils dont nous disposons pour trouver des réponses sont en ce moment principalement entre les mains de la communauté de la sécurité nationale. Extraterrestres ou non, nous devons savoir de toute urgence qui exploite ces véhicules mystérieux et très avancés dans un espace aérien restreint au-dessus des champs d'essai américains, des groupes d'attaque de porte-avions, des bases militaires et des installations d'armes nucléaires. Nous devons déterminer non seulement pourquoi, mais comment ils le font, car certaines des capacités que nous observons suggèrent des connaissances scientifiques et des capacités d'ingénierie révolutionnaires qui placent l'Amérique dans un désavantage stratégique potentiellement énorme. Cependant, parce que le rapport non classifié a soigneusement évité une discussion franche sur l'écart technologique, la presse semblait avoir manqué ce point crucial. C'est peut-être principalement parce que, contrairement aux membres du Congrès et du CI, ils n'ont pas accès aux données classifiées. Cependant, la vérité est révélée chaque fois qu'un législateur ou un ancien responsable du renseignement au courant des données classifiées commente la question. Les auteurs du rapport ont ombré le libellé sur cette question, mais il n'y a pas d'erreur sur le résultat si vous parlez à des responsables compétents du DoD ou écoutez attentivement ceux qui ont examiné les données. Soit dit en passant, la presse et le public devraient savoir que ces incidents se produisent beaucoup plus souvent que ne le suggère le rapport. N'oubliez pas que le rapport n'inclut pas les centaines de milliers d'incidents civils ou ceux commis par des pays étrangers. Il ne répertorie pas les milliers de rapports qui se sont produits entre la Seconde Guerre mondiale et 2004, par exemple plus de 700 cas non résolus du Blue Book. Et bien sûr, il ne peut pas expliquer les incidents qui n'ont jamais été signalés en raison de la stigmatisation entourant le sujet. Les données des sondages suggèrent qu'il y a environ 10 observations de pan pour chaque observation signalée. D'autres observations n'ont pas été incluses en raison d'une classification excessive, d'une résistance bureaucratique, par exemple l'USAF, ou d'un manque de ressources. Par exemple, aucun effort n'a été fait pour rechercher dans nos énormes bases de données de radars de missiles balistiques des objets qui ne correspondaient pas au profil des cibles connues et étaient donc enregistrés par un ordinateur, mais non affichés au personnel des centres d'alerte du NORAD. Il existe également une composante subjective qui a entraîné l'exclusion de certaines ou de milliers de cas de PAU. Par exemple, même si le NORAD identifie avec succès plus de 99% des millions de vols au-dessus de l'Amérique du Nord visibles au radar, il y a encore des centaines de cas de pan-NORAD non résolus chaque année. Étant donné que seulement 144 cas ont été identifiés par l'UAPTF depuis 2004, il est évident que peu ou pas de ces inconnues du NORAD ont été incluses. Pourtant, malgré tout ce filtrage, 144 incidents militaires UAP ont été signalés et un seul cas résolu depuis 2004. Incidemment, 80 des 144 cas ont été confirmés par au moins 2 capteurs, par exemple signalement radar et visuel. Pour aller au-delà de la spéculation et de la généralisation vers un dialogue constructif, je suggère une plus grande considération des cas spécifiques. Cela nous oblige à nous confronter à la réalité du phénomène qui semble souvent méconnue de ceux qui s'expriment sur la question. Passons donc brièvement en revue un seul cas bien documenté, l'incident du Nimitz du 14 novembre 2004. Ceux qui connaissent déjà les détails de l'affaire Nimitz voudront peut-être sauter cette section.
Ceux qui recherchent une analyse technique plus détaillée devraient consulter le rapport de 278 pages préparé par la Scientific Coalition for UAP Study. L'affaire Nimitz. En novembre 2004, le Nimitz Carrier Strike Group menait des exercices à 40 milles des côtes de San Diego. Il était accompagné de l'USS Princeton, un croiseur lance-missiles de classe Aegis, équipé du radar naval le plus performant au monde. Peu de temps après le déploiement, les opérateurs radars du Princeton ont commencé à observer de nombreux avions dépourvus de transpondeurs qui réalisaient parfois des exploits étonnants. Par exemple, descendre verticalement de 80 000 pieds à 20 000 pieds en une fraction de seconde pour s'arrêter et planer. Ces objets ont continué à fonctionner en nombre important, planant ou volant occasionnellement à des vitesses plusieurs fois supérieures à la vitesse du son. Craignant qu'il s'agisse de problèmes techniques, l'équipage a testé et redémarré le système radar du Princeton. Tout semblait en parfait état de fonctionnement. Quelques jours plus tard, le 14 novembre, un de ces objets étranges a été observé en train de remonter la côte du Mexique vers San Diego. À l'époque, 2 chasseurs F-18 déjà en vol étaient à portée et ont reçu l'ordre d'intercepter l'avion inconnu. Quand ils l'ont fait, ils ont observé un objet blanc sans ailes de près de 50 pieds de long près de la surface, rebondissant d'avant en arrière comme une balle de ping-pong frappant des murs invisibles. En dessous, l'océan bouillonnait comme s'il y avait quelque chose juste sous la surface. Lorsque le commandant d'escadron Dave Fravor, un pilote de combat vétéran, est descendu pour mieux voir, le véhicule s'est tourné vers lui puis a commencé à monter en spirale, maintenant sa distance par rapport aux chasseurs. Dans des conditions de visibilité presque parfaites, le commandant Fravor et ses collègues ont vu un objet blanc lisse et sans relief, sans prise d'air, échappement, la queue ou les ailes, mais dès le début, les aviateurs se sont immédiatement sentis dépassés. Lorsque le commandant Fravor a essayé de se rapprocher de l'étrange engin qu'il attirait comme une balle d'arme à feu, un exploit déroutant pour de nombreuses raisons, y compris l'énergie requise et ce qui aurait dû être des forces G bien supérieures à tout ce qu'un avion connu peut supporter. L'accélération étonnante observée par le commandant Fravor a également été observée à bord du Princeton en raison des capacités de son système radar avancé à réseau de phase. Puis, encore plus incroyablement, le Princeton a communiqué par radio au commandant Fravor pour l'informer que l'objet en forme de tic-tac avait volé directement à l'endroit que l'escadron de chasse avait choisi comme point de rendez-vous pour leurs exercices d'entraînement. L'UAP blanc était soit en train de lire les communications cryptées de la flotte, soit il les avait observées à cet endroit plus tôt dans la journée. À court de carburant, les 2 F-18 sont retournés aux limites, mais un troisième F-18, piloté par le lieutenant de l'époque, Chad Underwood, a été chargé d'enquêter. À une distance de 20 milles, Underwood a pu voir l'objet sur son radar avec sa nacelle de ciblage infrarouge, un capteur hautement sophistiqué conçu pour se verrouiller sur des cibles évasives et guider les armes pour les détruire. Étrangement, Underwood n'a pas pu verrouiller la cible même si elle ne bougeait pas. Il semblait que le véhicule interférait avec son système de ciblage. C'est très inhabituel pour un système conçu pour maintenir la voie lors des manœuvres d'évitement et résister à toutes sortes d'interférences. Heureusement, Underwood a enregistré ses efforts pour verrouiller l'étrange engin et c'est ce qui est maintenant connu sous le nom de la célèbre vidéo FLIA. Il n'y avait aucun autre avion non identifié dans les environs, selon ceux du Centre d'information sur le combat de Princeton. Il ne semble donc pas qu'il s'agisse d'une erreur d'identité. Une fois de plus, le tic-tac a démontré son étonnante capacité à accélérer instantanément à des vitesses hypersoniques.
C'était si rapide que certains des opérateurs de radar du Princeton ont été surpris que même leur superbe système radar, conçu pour suivre les missiles balistiques, était capable de suivre les mouvements extrêmes du véhicule. J'ai interviewé Fravor et Dietrich et l'un de leurs WSO concernant le tic-tac et leur description est identique en termes de taille, de couleur, de mouvements erratiques et non conventionnels, de manque de surface de contrôle visible ou de moyens de propulsion et de vitesse et de maniabilité sans précédent. J'ai également interviewé et parlé en personne avec divers membres d'équipage qui ont suivi dans le CIC de Princeton. Tous les témoignages que j'ai reçus sont clairs et cohérents. Le témoignage fourni par Underwood correspond également parfaitement à ce que Fravor Dietrich et le WSO avaient observé plus tôt dans la journée. Ce qui m'a le plus marqué, c'est à quel point il se comportait de manière erratique, a poursuivi Underwood. Et ce que je veux dire par erratique, c'est que ces changements d'altitude, de vitesse et d'aspect étaient tout à fait différents de ce que j'ai jamais fait. Rencontré avant de voler contre toutes d'autres cibles aériennes. Il se comportait simplement d'une manière qui n'est pas physiquement normale. C'est ce qui a attiré mon attention. Parce que les avions, qu'ils soient habités ou non, doivent toujours obéir aux lois de la physique, a déclaré Underwood. Ils doivent avoir une source de portance, une source de propulsion. Le tic-tac ne faisait pas ça. Il passait de 50 000 pieds à, vous savez, 100 pieds en quelques secondes, ce qui n'est pas possible. La vidéo montre une source de chaleur, mais les signatures normales d'un panache d'échappement n'étaient pas là. Il n'y avait aucun signe de propulsion. Vous ne pouvez pas voir ce que le pod AT-FLIR devrait capter 100% du temps. Maintenant, nous pouvons parler de détails en gardant à l'esprit que ce n'est pas nous et pour autant que nous puissions en juger, ce ne sont pas non plus les Russes ou les Chinois. De plus, des incidents similaires se sont produits depuis les années 40, alors qu'il est inconcevable qu'un autre pays ait pu posséder de telles capacités. Ainsi, plutôt que de parler en termes génériques vagues de panne d'équipement ou d'illusion d'optique, parlons d'incidents spécifiques comme le cas Nimitz et les théories qui pourraient les expliquer et les moyens de tester ces théories. C'est une discussion qui vaut la peine. Nous devons de toute urgence faire un effort sérieux pour découvrir comment fonctionnent ces véhicules, d'où ils viennent et pourquoi ils sont ici. Dans mon prochain article, je discuterai des options que notre gouvernement devrait envisager pour aider à répondre aux questions de sécurité vitale soulevées par ces violations continues de l'espace aérien américain. En attendant, voici quelques questions pour aider à promouvoir une discussion plus significative du rapport du phénomène UAP. Question sur l'affaire Nimitz. Y a-t-il des raisons de douter de la compétence des aviateurs navals et des opérateurs et techniciens de radar qui ont été impliqués dans l'incident du Nimitz? Y a-t-il des raisons de douter qu'ils aient vu ce qu'ils prétendaient avoir vu dans des conditions de visibilité presque parfaites? Quelle hypothèse peut le mieux expliquer ce que nous savons maintenant de l'incident du Nimitz, en particulier à la lumière du rapport du Sénat confirmant qu'il n'y a aucune raison de penser que le tic-tac est américain, russe ou chinois? De plus, bien que le rapport ne considère que les incidents depuis 2004, nous savons que des milliers d'incidents similaires se sont produits depuis la Seconde Guerre mondiale, sapant encore plus les hypothèses américaines, russes ou chinoises. En somme, s'il y a une meilleure hypothèse que la technologie extraterrestre pour le cas Nimitz, quelle est-elle? À quel point la technologie que nous observons est-elle avancée? Y a-t-il des raisons de douter du bon fonctionnement du radar Aegis du Princeton? Cela ne fonctionnait pas correctement. Comment a-t-il réussi à guider plusieurs F-18? Y a-t-il des raisons de douter du bon fonctionnement du radar Aegis de Princeton?
Si cela ne fonctionnait pas correctement, comment a-t-il réussi à guider plusieurs F-18 vers leur interception du Tic-Tac? Les opérateurs et techniciens du radar de l'USS Princeton affirment que les traces qu'ils ont observées pendant les jours précédant l'interception étaient si inhabituelles qu'ils ont testé et redémarré le système Aegis et l'ont trouvé en parfait état de fonctionnement avant l'engagement Tic-Tac du 14 novembre. Y a-t-il des raisons de douter de ce témoignage ou de croire que le radar SPI-1 fonctionnait mal? Il y a eu un certain nombre d'incidents au cours desquels l'USS Princeton a observé des tic-tacs se déplaçant à des vitesses hypersoniques. Dans certains cas, ils l'ont fait dans des chutes verticales, descendant d'altitude aussi élevée que 80 000 pieds. Le tic-tac a également démontré sa capacité à planer sur place avant et après des accélérations étonnantes. Un véhicule connu peut-il accomplir de tels exploits? Connaissez-vous des systèmes de propulsion hypersonique qui ne génèrent pas de signature massive d'échappement et de chaleur? Les États-Unis ou tout autre pays possèdent-ils des véhicules capables de franchir le mur du son sans créer de bang sonique? Connaît-on des véhicules capables de vitesses hypersoniques qui soient blancs, épais et arrondis, et sans ailes, entrée d'air, échappement ou gouverne? Le Tic-Tac manœuvrait d'une manière qui ne ressemble à aucun autre avion connu selon les aviateurs qui l'ont observé. Par exemple, il se déplaçait latéralement d'un côté à l'autre comme une balle rebondissant sur des murs invisibles. Il a démontré la capacité de descendre en ligne droite verticale à des vitesses hypersoniques. Existe-t-il des véhicules connus capables de telles performances? Le commandant Fravor a observé le tic-tac s'éloigner de lui si rapidement qu'il a presque semblé disparaître instantanément. Peu de temps après, l'USS Princeton a signalé que l'UAP planait à 60 000 de distance, vérifiant à nouveau les vitesses hypersoniques ainsi que les capacités de survol. Avons-nous observé des capacités similaires parmi des avions russes ou chinois? Certains débunkers ont suggéré que le lieutenant Underwood ne regardait peut-être pas le tic-tac, mais un jet dépourvu de transpondeur volant dans un espace aérien militaire restreint. Cependant, l'équipage du Princeton affirme qu'ils ont surveillé l'approche et l'interaction du lieutenant Underwood avec le tic-tac et l'ont vu accélérer à des vitesses hypersoniques. S'il y avait un avion conventionnel à proximité, pourquoi l'USS Princeton ne l'a-t-il pas vu sur son radar SPI-1? Le pilote vétéran Chad Underwood n'a pas pu obtenir un verrouillage radar sur le tic-tac en vol stationnaire. Il a essayé de passer à différentes fréquences et modes en vain. Cette incapacité à verrouiller une cible fixe ne devrait se produire avec aucun avion, à moins qu'il n'utilise des technologies de guerre électroniques. Comment un ballon perdu, un avion conventionnel ou une volée d'oies pourrait-il expliquer l'effet de l'affaire Nimitz? La technologie extraterrestre n'a pas été abordée dans le rapport parce que la question est trop sensible sur le plan politique et non parce qu'elle n'est pas pertinente. Il n'y avait aucune preuve présentée d'implication extraterrestre, même au niveau classifié, mais le dilemme reste non résolu et les principales alternatives à l'hypothèse extraterrestre sont clairement diminuées par le rapport. Quand la presse et notre gouvernement commenceront-ils à prendre au sérieux l'hypothèse extraterrestre? En effet, à la lumière des faits actuellement disponibles, comment éviter la conclusion que la technologie extraterrestre est la principale, peut-être la seule explication viable? Quelle théorie les sceptiques ou notre gouvernement peuvent suggérer qui correspond le mieux aux faits? C'est une discussion qui vaut la peine.